Salut, salam, shalom, bienvenue et welcome dans les podcasts by Steve. C'est parti pour vos 30 minutes de révélation, d'évolution, de révolution et d'élévation. Salut, salam, shalom et bienvenue dans ce nouveau podcast dédié à la lecture rapide au regard de la science, les amis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage haut en couleur, un grand personnage, un des piliers du game de la lecture rapide. J'ai nommé ma main, non pas ma main Tony B, non, on fera un autre podcast dédié à Tony Buzan, mais aujourd'hui, on va parler de François Richaudot, un des précurseurs de la lecture rapide, méconnu des petits jeunes qui arrivent dans le game de la lecture rapide, et pourtant il était important de lui rendre hommage à François Richaudot. Alors, ce nom ne vous dit peut-être rien, les amis. Pourtant, il s'agit d'une des personnes les plus importantes concernant la lecture rapide en France. Alors oui, il n'est pas de notre génération, c'est l'ancienne génération. Voilà, si vous voulez, c'est l'ancien Steve. Voilà, tout simplement. Lui, c'était un autre game, un autre registre. C'était un seigneur des lettres. François Richaudot, il a eu un parcours qu'on peut qualifier d'atypique, un peu comme le mien. Sauf que lui, tout a commencé dans l'imprimerie. Et on va voir, c'est un spécialiste de l'imprimerie. Tout au long de son parcours, il va pouvoir bénéficier de tout son backup en termes de savoir d'imprimerie pour le transvaser dans le domaine de la lecture rapide. Et ça va apporter de nombreuses nouveautés et innovations technologiques. Alors, il a obtenu un diplôme d'ingénieur des arts et métiers spécialisé dans l'industrie graphique, ce qui veut dire c'est pas un imprimeur qui travaille sur le tas. Non, il a des diplômes, vous allez voir, il va même nous apprendre des choses très intéressantes dans ce podcast sur l'imprimerie et son rapport à la lecture rapide. François Richaudot, c'était un homme qui était doté d'une mémoire extraordinaire. C'était un homme de culture et d'érudition. Il était un peu semblable à ces philosophes du siècle des Lumières. Et il a vécu plusieurs vies professionnelles. Il a été éditeur, il a été chercheur ou encore auteur. Et il est également devenu docteur d'État. Et fort de ce titre, il a décidé de créer le Centre d'études et de promotion de la lecture. Vous voyez ? Donc quand je vous dis qu'on a un parcours un peu similaire, comme moi, j'ai été commando. Hop, après, j'ai été chef de cuisine dans les plus grands restaurants de Paris. J'ai été président d'ONG humanitaire. Et vous voyez, lui, pareil, il passe, il saute. Et en fait, il y a une logique derrière ce qu'il fait. Et il va fonder donc le Centre d'études et de promotion de lecture, tout comme je vais fonder l'équipe de France de lecture rapide, qui n'existait pas avant moi. Voilà. Va des rétro Satanas à tous ceux qui étaient à l'avant et qui n'ont rien foutu. Les mecs étaient devant Netflix, ils en avaient rien à foutre de la lecture rapide et tout, mais personne ne fout rien, vous voyez. Alors François, il a dû être confronté au même problème à mon avis à son époque, donc il s'est dit, on se retrousse les manches, on y va et c'est parti. D'ailleurs, dans ce centre, il va consacrer ses journées à étudier les comportements des lecteurs en fonction des typographies. Vous voyez, c'est là qu'il ramène son savoir, qui transvase son savoir qui lui vient de l'imprimerie et de ses diplômes. Donc, les comportements des lecteurs en fonction des typographies utilisées, des mots, des phrases et des styles de texte de nature variée que les gens lisaient. Il en a d'ailleurs tiré des déductions inédites, qui n'existent pour la plupart d'ailleurs que dans ses livres, même dans les livres de Tony Buzan ou d'autres grands acteurs de la lecture rapide aux États-Unis ou ailleurs, on ne trouve pas ces innovations technologiques que lui a apportées. Par exemple, il a apporté beaucoup d'innovations sur le choix des caractères, les règles de mise en page, sur les écritures de phrases, avec des conséquences importantes, voire capitales, dans les domaines de l'édition. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses qui vont changer dans l'édition, puisque lui, il a à la fois la science de la lecture rapide et cette vision un peu sur comment doivent être mis les caractères, le niveau d'espacement des lettres, le niveau d'espacement entre les mots, la taille des caractères. Et quand il va regarder tout ça avec la lecture rapide et avec les études scientifiques dont on va parler, il va réaliser qu'à son époque, eh bien, les caractères sont trop larges, il y a trop d'espace entre les lettres, c'est pas la bonne typographie. Et donc, il va apporter beaucoup d'innovations technologiques pour que les livres que vous avez dans les mains aujourd'hui soient plus facilement
lisible. On lui doit ça, les amis. Et puis, il va aussi apporter beaucoup de choses à la lecture rapide. Alors, Mamen Richaudeau, Mamen François, c'est quelqu'un qui était passionné pour la recherche et l'expérimentation. Voilà. Au cours de sa vie, François Richaudeau a mené plusieurs expériences sur la lecture rapide afin de mieux la comprendre et de déceler ses avantages et comment pallier aux points faibles en améliorant les méthodes de lecture rapide existantes à son époque. Voilà. À ce propos, il y a une interview qui existe de lui, il n'y en a pas beaucoup, une très très intéressante interview dont on va parler aujourd'hui, dont on va extraire le nectar pour que vous n'ayez pas à la lire en entier. Et dans cette interview faite en 2010 à l'Agence régionale du livre, il nous explique énormément de choses très 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 intéressantes, en tout cas pour les lecteurs rapides. Élément important numéro 1, il faut savoir qu'il a fait une étude où il a fait lire à un panel de 60 lecteurs, donc c'est un panel assez large quand même, qui allait du simple agent technique d'imprimerie à des lecteurs prodiges. Voilà, comme à son époque Jacques Bergier, qui était un lecteur prodige. Lecteur très rapide, qui aurait aujourd'hui, je pense, remporté on l'aurait pris dans l'équipe de France et avec nous à nos côtés, il aurait remporté les championnats du monde aux côtés de Kamal Touré, qui est champion du monde de lecture rapide, je vous rappelle, qui nous vient du Sénégal, et puis d'Alexis, la petite Louisa, etc. Voilà. En tout cas, ça aurait été un honneur de pouvoir combattre aux côtés de Jacques Bergier les armées de Chinois, les hordes de Chinois qui défilent dans les Thermopyles contre les 300, enfin là on était 40 en l'occurrence, les 40 Spartiates. On était habillés aussi pour le coup, si tu veux, hein, c'était un peu embêtant, il y avait des couples, ça aurait été dérangeant. Et puis nos valeurs, voilà, on va pas arriver torse nu, en plus il faisait moins 10 en Chine, si tu veux, ça aurait été vraiment la galère. En tout cas, vous avez compris la métaphore par rapport à 300, les Chinois, ils sont massifs, ils sont chez eux. Voilà, donc on fera peut-être une émission même pour dire un petit peu les dessous, parce qu'il y a eu des dessous mouvementés, voire même un petit peu limite de la triche du niveau chinois. Mais bon, on n'en dit pas plus, il y a des révélations qui vont arriver très très lourdes, très 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 sales sur les championnats du monde. On fera un podcast dédié, les amis, je vous préviens. Là, on va pas tirer à la grenaille, les amis, on va tirer à la 12-7, comme dans les films. Les grosses mitrailleuses là sur les chars, donc préparez-vous, voilà. Alors, pour revenir à Mamen Richaudeau, Mamen François, ce qui s'est aperçu en fait quand il a fait lire à Jacques et à tous les autres une série de textes avec des typographies différentes. Voilà, parce que les gens de l'édition lui disaient non, Jacques, tu comprends, nous, on a toujours été habitués à écrire comme ça, tu vois. Vous voyez, les gens en croyances limitantes, on en a plein aujourd'hui, on en a encore à notre époque. Ouais, la lecture rapide, plus on lit vite, moins on comprend. Mais moi, je connais rien, tu vois, j'ai jamais lu un livre, mais bon, je parle comme ça. Voilà, bon, tais-toi, tu gaspilles de l'oxygène. Et donc Jacques, il était lecteur rapide et pareil, il avait la même chose dans son entourage. François aussi, ils se sont dit, faisons une étude. Alors ils ont pris plusieurs typographies différentes et puis ils ont enregistré les mouvements oculaires. Et ils se sont rendus compte que ces mouvements oculaires se caractérisaient par des sortes d'escaliers. Voilà, les yeux faisaient un mouvement d'escalier qui correspondait à des fixations visuelles de l'ordre du quart de seconde. Donc tout ça, c'est mesuré. On a les études, c'est filmé, il y a les saccades, combien de saccades, à quelle vitesse, les mouvements des yeux. Et puis on s'est aperçu aussi que les moins rapides des lecteurs, donc les lecteurs moldus, hein, voilà, ceux qui ne maîtrisent pas du tout la sorcellerie de la lecture rapide, parce que pour certains, évidemment, ça relève carrément de la sorcellerie de lire un livre de 200 pages en 1 heure. En tout cas, ils croient plus ces gens-là aux fantômes ou au Père Noël, peut-être, suivant leur âge, qu'à la lecture rapide. C'est pour vous dire le niveau d'endoctrinement matriciel et sociétal, l'idiocratie ambiante qui doit régner au sein de leur famille ou de leur groupe de référence. Voilà. Et donc, pour revenir à l'étude, ils se sont rendus compte que les moins rapides subvocalisaient, c'est-à-dire qu'ils articulaient imperceptiblement les mots ou les syllabes qu'ils lisaient. Vous savez, c'est les gens qui lisent comme ça. Alors, en fait, ils subvocalisent avec les mots, ils parlent comme ça. Alors, ils chuchotent, on a l'impression qu'ils chuchotent en même temps qu'ils lisent. Et puis, il y en a d'autres, ils chuchotent dans leur tête, c'est-à-dire qu'ils lisent dans leur tête. Et donc là, on s'est aperçu concrètement que la subvocalisation les ralentissait. Pourquoi ? Parce qu'un lecteur normal lit
3 fois plus vite qu'il ne parle. Et là, on parle de lecteur normal, on ne parle pas de lecteur lent. Vous voyez, des moldus. Non, non, un lecteur normal, il lit 3 fois plus vite qu'il ne parle. C'est-à-dire que même si j'essaye de parler à toute vitesse comme ça, là, j'ai la lecture rapide de quelqu'un qui est en vitesse normale. C'est-à-dire que si je vous parle à cette vitesse-là, normalement quand je lis, ça va à cette vitesse-là et j'arrive à comprendre tout ce que je lis. Vous voyez? Donc un lecteur lent, lui, il lit très doucement. Donc pour revenir à la subvocalisation, ce chuchotement va réduire nécessairement leur vitesse de lecture. Donc le chuchotement, il te bousille en fait si tu veux, tu étais là sur l'autoroute, tu étais dans un Jaguar ou une Ferrari, et en fait tu as la boîte de vitesse qui est bloquée en première, tu peux rien faire. Et le mec dans la Ferrari, il croit qu'en fait c'est la vitesse maximum de ces Ferrari. Mais non, va chez Speedy, je sais pas, fais quelque chose, mais tu as un problème de boîte de vitesse, ça n'a rien à voir avec le moteur de la voiture, qui lui est conçu pour taper des pointes à 200, 300, 400, tu vois. Alors, encore une fois, certains ecclésiastes de la bien-pensance vont arriver et nous dire oui, mais plus on lit doucement, mieux on comprend. Non, pas du tout, c'est du bullshit, ça n'a rien à voir. Et toutes les études scientifiques aujourd'hui montrent que ça, ce que tu racontes, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Déjà, François Richaudot à l'époque, il s'est rendu compte que les lecteurs qui lisaient doucement mémorisaient très mal les sujets lus, quel que soit le sujet. Alors que, au contraire, les lecteurs rapides, eux, ne subvocalisaient pas, ce qui améliorait leur compréhension et surtout leur mémoire. On va le voir, je vais vous préciser le petit point scientifique quand on va lire le détail de l'étude. Et ce qui est important avant de lire des bouts de l'article, c'est que toutes ces études qu'il a menées ont permis à son époque d'ouvrir les esprits concernant la lecture rapide d'une part et ses bienfaits, et puis sa véracité. Voilà, parce que les gens remettaient en cause François, voilà, pourquoi tu fais pas chercheur au CNRS, je veux dire, t'aurais un titre, tu serais respecté. Là, tu te mets dans des bourbiers pas possibles avec ton histoire de lecture rapide, ça n'a aucun sens. Et puis François, lui, il y croyait dur comme fer. Il se disait, c'est dommage que les gens sont des amoureux de la lecture, ils achètent des livres en pagaille et ils n'en lisent pas un seul. Tout ça, c'est pour décorer la maison. Donc si tu veux, achète du papier peint, ça te coûtera moins cher. Ou alors va dans une brocante, achète des livres au kilo, n'importe quoi, et puis tu auras du Tom Sawyer, tu auras du Agatha Christie, tu auras du roman de gare. Si tu veux décorer, ça décore. C'est pareil en fait, de toute façon. Non, lui, il était pour la lecture, pour lutter contre l'idiocratie, pour l'excellence, pour la langue française, pour tout ça. Mélangé, bien sûr, mixé, hein, comme un mojito virgin, avec de la lecture rapide. Plus on aime lire, plus on lit, c'est normal. Et lui, il était pour nous faciliter la vie. Alors, concernant l'article, hein, parce qu'il y a des petites choses à creuser qui sont capitales, la première punchline, et c'est là qu'on s'aperçoit quand François il se met à parler, point commun qu'il a avec moi, François, c'était un punchliner. Et François, c'est un mec, quand il te rentre dedans, franchement, il tire à balles réelles. Balles réelles et balles traçantes. Voilà, vous allez voir, hein, il s'en est pris à 2-3 mecs. Là, il commence avec les orthophonistes. Il y va. Jab, jab, crochet, hypercute, coup de pied latéral sauté. Vous allez voir, il est très, très chaud, François. Il est très, très chaud. On le voit comme ça, costume, sérieux et tout. Mais en fait, le gars, il est chaud bouillant. Alors, il dit dans l'article, pour moi, la lecture n'est pas un déchiffrement successif de lettres ou de sons, mais un processus infiniment complexe, à savoir une véritable production de sens. Vous voyez, là, déjà, il tape. Et ensuite, il va y aller. Là, il balance le petit hypercute au menton. Il dit lire, ce n'est pas comme nos chers orthophonistes le prétendent, s'entendre et ensuite traduire ce qu'on a entendu. Là, il dit nos chers orthophonistes le prétendent. Là, tu as bien compris qu'il leur rentre dedans et qu'il en a gros sur la patate parce qu'à mon avis, les orthophonistes, ça leur fait des clients. Ouais, votre enfant est dyslexique, emmenez-le chez nous, il fera 200 séances à 50 € la séance. Ici, bon, ça guérit pas, ça soigne pas, c'est une maladie incurable, la dyslexie, mais au moins, on va lui apprendre à articuler. De toute façon, moi, j'ai rien à foutre de mes journées, hein, donc j'ai fait un diplôme, j'ai payé ça je sais pas combien dans une école. Il faut que je fasse un petit peu d'argent, madame.
Alors lui, François, il disait non, il n'y a pas besoin, la dyslexie, tu fais de la lecture rapide, c'est terminados. Voilà, il n'y a plus de dyslexie, il n'y a plus rien, le gosse, il se met à lire, études scientifiques à l'appui. Alors là, si tu veux, les orthophonistes, ils en avaient gros sur la patate. Et François Richaudot, il se laisse pas faire, il est comme moi, il renvoie la patate chaude. Alors François, monsieur Richaudot, il a fait, accrochez-vous bien, hein, il a fait des recherches sur la lisibilité typographique, comme je vous l'ai dit, l'empattement des lettres, quelle police choisir, etc. Et puis il est ensuite passé sur des recherches sur la lisibilité linguistique. Et alors là, il découvre quelque chose de capital. À l'époque, en fait, il y avait une croyance limitante. Et lui, il s'est dit, tiens, c'est intéressant, tout le monde pense pareil. Et lui, il s'est dit, quand tout le monde pense pareil, personne ne pense, ce qui est un peu logique en soi. Et vous allez voir, il dit, je cite texto, il dit, mes expériences portaient désormais sur une centaine de sujets. Donc là, il est passé de 60 à 100 personnes. 100 personnes à qui il faisait lire certaines phrases avant de tester leur mémorisation. Et là, j'ai eu également des surprises, en ce sens que contrairement à ce qui était convenu dans l'enseignement du français, donc là il a tiré à balles réelles, balles traçantes à la Kalachnikov sur les orthophonistes, là il sort le FAMAS. Voilà, convenu dans l'enseignement du français. Donc tu comprends bien de quel corps de métier il s'agit et à qui il s'attaque. Voilà, la bien-pensance de l'éducation nationale de l'époque. Oui, la lecture rapide, c'est quoi ça? Je veux dire, nous, on gagne notre vie, on est payé à l'heure. Si les jeunes lisent vite, ça veut dire qu'ils vont faire comme en Finlande, en Suède. Ils commencent à 10 heures, ils finissent à 15 heures. Plus ils sont heureux, ils sourient, ils sont en bonne santé. Je veux dire, nous, on va faire quoi? Parce que nous, c'est là où on gagne notre oseille de 16 à 18 avec les cours du soir et tout, le rattrapage, parce qu'il faut que les gosses soient à la ramasse. Et lui, François, il avait bien compris, si tu veux, l'entourloupe. Voilà. Et il dit, en fait, que ben non, en fait, il y a une croyance limitante. À l'époque, ce qui était convenu dans l'enseignement du français, c'est que plus les phrases sont longues, moins on peut les mémoriser. Donc, il faut faire que des phrases courtes. D'où l'idée de faire apprendre des petits poèmes courts, avec des quatrains. Ça vient de là, en fait, tout ça. C'est de là qu'on nous a bassinés avec les poésies, les trucs à apprendre par cœur, à en vomir. T'es là le soir, tu vois. Et François, lui, c'est l'espèce de Superman, c'est l'espèce de Spiderman qui est venu nous sauver à l'époque pour dire non, 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 c'est pas bon, va des rétros. On vous a jeté un sort, les mecs. Vous êtes possédés, vous êtes ensorcelés, vous racontez n'importe quoi. Vous êtes sous hypnose sociétale. D'accord? Alors, bien sûr, il va faire toute une enquête scientifique où il va mettre des gens dans une salle, il va ramener des professeurs, et puis il va faire mémoriser des phrases longues, des phrases courtes, etc. Et puis on va s'apercevoir à la fin que, je cite, toute phrase ne doit pas être longue. Parfois, certaines phrases courtes et percutantes sont plus lisibles et efficaces que des phrases longues. Mais mieux vaut préférer certaines phrases longues, plus lisibles qu'en série de phrases courtes. Donc, c'est là où il est bon, François, c'est qu'il arrive à peser le pour et le contre, à essayer de joindre l'utile à l'agréable et voilà, il leur est rentré dedans, à mon avis, là, ils ont dû lui dire calme-toi, calme-toi. Et donc, il y va, il dit, bon, il y a les phrases courtes, on a fait toutes nos enquêtes. De base, les gens, si la phrase, elle est claire, ils mémorisent aussi bien une longue phrase claire que de petites phrases claires aussi, si tu veux. À la fin, il dit, mais bon, c'est vrai, ça peut être cool aussi, parfois, de faire mémoriser des trucs courts. Alors, ensuite, ce qu'il a fait, il s'est intéressé à la structure mentale qui pourrait être à la base de certains processus au niveau du cerveau, en particulier la structure bidimensionnelle. Voilà, la structure bidimensionnelle. Ensuite, il s'en est pris à la structure en réseau. Et puis, fort de tous ces résultats, il est parti d'une théorie, c'est qu'à la base d'une phrase se trouvent en fait des ensembles polysémiques. Alors, je te dis, François, il a du langage. François, quand il commence une enquête, il t'envoie les structures bidimensionnelles, la polysémie. Il maîtrise François. C'est pas un charlot, c'est pas un arlequin comme on en voit parfois. Le mec, il est très, très, très sérieux. Il tape dans le dur. Donc, bidimensionnel, polysémique, et il se rend compte que tout ça va réunir des séries de signifiants et de signifiés en réseau, et que cet ensemble de réseaux bidimensionnels serait ensuite étiré, laminé, et en gros, tout ça pour te dire que c'est une phrase. Voilà, une phrase, c'est tout ça, c'est des structures bidimensionnelles, c'est des ensembles polysémiques. Et lui, il va s'intéresser à ça, il va tout décomposer
pour expliquer à cette bien-pensance qu'en fait, voilà, la longueur des phrases, la vitesse de lecture avec laquelle on les lit, l'amour du domaine enseigné, eh bien, parce que si tu fais lire quelque chose, par exemple le nazisme, à quelqu'un qui déteste le nazisme, il va pas réussir à le mémoriser parce qu'il y a un rejet intérieur. Voilà. Et puis si tu fais lire, je sais pas moi, par exemple, la Torah à quelqu'un qui est amoureux de la Torah, bah, il la mémorisera beaucoup mieux qu'un nazi, si tu veux. Ça paraît évident. Et pourtant, non. À l'époque, ça ne l'était pas. Et lui, il ramène ça pour montrer, vous voyez, vous enseignez par cœur des trucs à des gens sans au préalable leur avoir mis l'amour, leur avoir transmis l'amour de ceux que vous allez leur enseigner. Ça n'a aucun sens, ça ne supporte aucune logique. Et il était très très bon. Alors ensuite, il nous apprend quelque chose de très intéressant dans cet article, c'est que on lisait les textes de Gutenberg à l'époque, il n'y avait pas au début, hein, avant l'an 1000, il n'y avait pas de blanc entre les mots. C'est-à-dire que tous les mots étaient collés, c'était un seul mot, une page. Voilà, il fallait arriver à connaître les mots, à faire du sens. Et puis ensuite, des blancs entre les mots sont apparus, ce qui a permis d'isoler facilement les mots et les structures linguistiques et sémantiques. Donc vous voyez, moi j'ai appris quelque chose, je ne savais pas qu'avant il n'y avait pas de blanc, que tout était serré, parce que ça faisait des économies de papier. Ça aurait coûté trop cher en papier de mettre des blancs. Ils se sont rendus compte sur un livre de 300-600 pages, à la fin, bah, ça faisait 50-100 pages en plus. Le mec, il payait de sa poche et tout. Il disait non, c'est la galère, je préfère faire des économies. Et François, lui, ce qu'il va faire, il va mesurer quel est le blanc entre les mots idéal pour pouvoir pratiquer la lecture rapide, pour que les yeux n'aient pas à faire trop d'efforts, à sauter entre chaque mot. Et beaucoup de livres qu'on a aujourd'hui, et l'espacement entre les mots qu'on a, voilà, il y a apporté sa touche et on le remercie pour ça. Il faut toujours remercier les gens qui ont pavé le sentier pour nous. Voilà, big up à lui, merci pour ça. Alors il y a aussi un rappel important qu'il fait, hein. Il y avait des règles de mise en page qui dataient. Et il s'est dit, mais pourquoi ces règles sont encore là? Et on lui a dit, bah écoute, on ne sait pas. Vous voyez, c'est un peu l'histoire de la dinde. Il y a une grande famille américaine, et puis ils fêtent Thanksgiving. Et donc, Thanksgiving, vous savez, il y a une dinde, il faut filmer la dinde, la mettre sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat, partout. Et puis, donc, il y a une fille, c'est la copine d'un des jeunes qui est dans cette famille. Donc, elle est invitée là pour Thanksgiving, elle vient et tout. Et puis, arrive le moment de la dinde. Elle voit la dinde coupée la moitié. Il y a que la tête. Elle dit, ah, mais c'est étrange, elle dit à son copain, bah, pourquoi? Bon, il dit, non, non, on a toujours fait comme ça, on a toujours mangé la dinde comme ça. Elle dit, mais là, je ne peux pas la filmer et la mettre sur TikTok ou sur Instagram, c'est moche et tout. Bah, il dit, oui, mais nous, c'est de famille, hein. Ah bon, bah, elle dit, bah, je vais aller voir ta mère. Donc, elle va voir la maman. Elle dit, madame, la dinde. Elle dit, bah, moi, j'ai appris comme ça. Donc, j'ai refait la dinde comme ça. Et aujourd'hui, on a invité chez mes enfants. Bah, mes enfants font comme ça, hein. Elle dit, mais vous l'avez appris de qui? Je dis, bah, je l'ai appris de ma mère, la grand-mère de votre copain. Donc, elle va voir la grand-mère du copain qui était là, hein, sur une rocking chair, en train de regarder les champs, hein, parce que c'est un espèce de ranch. Et lui dit, bonjour, mémé. Elle dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oui, la dinde, elle est coupée en deux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dinde coupée en deux, en fait? Moi, je ne peux pas la mettre sur TikTok, tu vois? Et là, la dame âgée lui dit, ah, la dinde coupée en deux, mais vous savez d'où ça vient, ça? Elle dit, bah non, vous allez m'expliquer. Et il dit, bah en fait, quand j'étais jeune, on était pauvres. Et le four qu'on avait, il était trop petit pour mettre la dinde en deux. Donc après, on l'a coupé en deux. Et puis après, bon, bah, ma fille venait, tout le monde mangeait, etc. Elle dit, bah, et après, je sais pas pourquoi, ils ont continué à faire comme ça. Bon, moi, je voulais pas les embêter, donc je les ai laissés faire. Donc vous voyez, en fait, elle avait la dinde coupée en deux parce que son four, il était trop petit. Et tous les autres, en fait, ils ont refait la même chose, mais sans réfléchir. Ils réfléchissent pas, les mecs, ils réfléchissent avec leurs pieds ou avec je sais pas quoi. Mais ils n'ont pas un atome, en fait, de lucidité, de sagesse. On est très, très, très loin des grands hommes, des grands penseurs. Et donc ensuite, il a fallu que la fille elle lutte pour expliquer à la maman, puis au fils, mais non, il faut la dinde en entier. Ah, non, 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 mémé faisait comme ça, nous, on veut respecter mémé. Non, mais mémé, elle dit que vous êtes à la ramasse. Donc concrètement, ça va pas du tout. Et François Richaudot, et comme moi, hein, y compris, hein, parce que la lecture rapide, faut y aller, faut ramer, hein. T'as des sacrés moldus, hein, t'as des allumés du cerveau. Non, la lecture rapide, Valère Rétro, c'est Satan, c'est le mal. Ah. Et ils auraient un bûcher,
Il pourrait me faire condamner pour sorcellerie. Je serais les sorcières d'Ipswich. Je serais pendu haut et court pour satanisme. Mais bon, heureusement qu'on est dans une démocratie et que tout est sous contrôle, les amis. Voilà. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, il fait la même chose. Il se rappelle que des imprimeries, il y a très longtemps, avant même le passage à la photocomposition, en fait, on réservait dans un endroit spécial dans les imprimeries toutes les pages de plomb d'un livre, c'est-à-dire que chaque page d'un livre, eh bien, elle était imprimée sur une page de plomb. Et c'est comme ça qu'on imprimait à l'époque. Et on gardait ces pages de plomb au cas où les gens qui avaient payé pour imprimer le livre dans cette imprimerie auraient besoin un jour d'une réimpression. Parce que d'abord, tu payais les pages de plomb et ensuite, tu payais l'impression. Voilà. Et donc, les mecs n'allaient pas repayer 2 fois des pages de plomb. Et donc, t'imagines, l'imprimeur aujourd'hui, avec le nombre de livres qui sortent, il aurait un hangar, il aurait, je sais pas, un truc grand comme Ikea avec des pages de plomb. C'était inefficient. Et on voit, hein, et donc lui, il va essayer de mettre à jour tout ça pour la table des matières, parce qu'il se rend compte que la table des matières, elle n'est pas au bon endroit pour mieux la mémoriser, donc il va faire tout un travail très intéressant, et on le remercie aussi pour ça. Et on se rend compte que vraiment, nous, on bénéficie d'avancées technologiques dont parfois on n'a pas conscience. Par exemple, quand tu lis sur PDF sur ton ordinateur, tu tapes un mot sur la barre de recherche qui est dans un livre de 300 pages en PDF, et tout de suite, le PDF te dit, voilà, ce mot-là, nonobstant, par exemple, ou lecture rapide, ou lecture sélective, ou Steve, eh ben ce mot-là, il est ici, 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 ici dans ton texte. Et tu gagnes, imagine, tu devrais lire, à l'époque, François, lui, il devait lire les 300 pages pour chercher le mot et le surligner. Toi, tu as juste à le taper dans une barre de recherche, et puis l'ordinateur, avec son algorithme, tout de suite, hop, il repère le mot et il te le donne. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Il faut se rappeler aussi que aujourd'hui, quelqu'un qui est au SMIC a beaucoup plus de luxe qu'un gars comme Jules César ou qu'un gars comme Pharaon. Pharaon, quand il veut lire un livre, il faut qu'il aille à cheval, à bateau, c'est une galère, il y a des truands, etc. Tu vois, puis il est pas tout seul, Pharaon, il a tout un cortège, et puis il va à la bibliothèque d'Alexandrie ou je sais pas où pour lire un livre. Toi, tu vas sur Kindle ou sur Amazon ou à la Fnac ou sur la Fnac.com, tac, tac, tu fais click and collect, tu passes le récupérer ou il te le livre chez toi en 48 heures ou en 24 heures. T'imagines? T'as plus de luxe que lui. L'eau chaude, lui, à son époque, il devait la faire chauffer pendant des heures dans des bassines, et puis ils arrivaient, c'est trop chaud, bah là, ou c'est pas assez chaud, donc il faut refaire chauffer de l'eau. Pendant ce temps, l'eau dans son bain, elle a refroidi. T'imagines la galère un petit peu? Voilà, tu vas aller, par exemple, je sais pas, demain, tu as envie d'aller en Norvège, bim, bam, boum, tu montes dans un avion, tu es en Norvège. Imagine Jules César quand il va aller en Norvège. C'est une galère pas possible. Donc techniquement, même un mec qui est au SMIC, aujourd'hui, d'une certaine manière, sous un certain angle de vue, bien sûr, la gloire, la gloriole, etc., les pétales de fleurs en moins, les traîtres en moins, parce que là, Jules César, il y avait un paquet de traîtres. Hein. Déjà, on le voit au niveau de Richaudot, il y avait un paquet de mecs qui étaient là, prêts à lui mettre un couteau dans le dos. Alors François, il avait la blague facile, il disait, les mecs, si vous trouvez une place, libre à vous d'y mettre un couteau, mais à mon avis, vous en trouverez pas. Hein. J'ai déjà les orthophonistes, j'ai les professeurs d'école, j'ai la science, j'ai les autres mecs qui veulent se lancer dans la lecture rapide. J'ai pris tout le marché. Donc là, franchement, François, il était assez, il avait un humour particulier, François. On le voit dans ses livres. En tout cas, au niveau du luxe, beaucoup de gens aujourd'hui se plaignent, ouais, c'est dur la vie et tout. Sachez que, de manière totalement pragmatique, vous avez dans un certain angle de vue beaucoup plus accès à certains luxes. L'eau chaude, elle sort du robinet, tu mets à manger dans ton four, il est chaud, tu as ta baignoire, tu mets un petit peu de sel, etc. Tu es au top, tu allumes le chauffage. Il n'avait pas tout ça, Jules César. Voilà. Donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, un smicard bénéficie d'un bien plus grand luxe que Jules César. Ça n'a rien à voir avec François Richaudot, mais ça me semblait intéressant de le rappeler et j'ai pu placer cette petite punchline pour finir ce podcast de la lecture rapide dédié à un grand homme de la lecture rapide, un Français en plus, et on en fera d'autres, parce qu'il y en a d'autres dans d'autres pays, messieurs, des chercheurs, des neuroscientifiques,
des lecteurs rapides, des formateurs. On fera les meilleurs, les plus grands, les arlequins, les guignols. Évidemment, vous n'entendrez jamais parler d'eux. Donc, tout de suite, si vous n'entendez pas parler de quelqu'un, vous saurez évidemment qu'il ne fait pas partie de la liste et qu'il n'a rien à y faire, tout simplement. Sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast de la lecture rapide ou pas, c'est à vous de voir les amis. Vous n'êtes pas obligés, évidemment, on est en démocratie. Faites ce que vous voulez, restez comme vous êtes si vous êtes bien. Sur ce, pull up! Toi qui m'écoutes, attention. Surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo. Non, surtout reste dans l'ombre et continue de priver le monde de ta lumière.